Bien, bonjour tout le monde, bonjour Virginie, Mathieu, David, bienvenue, merci de nous rejoindre sur cette room, notre quotidienne organisée chaque soir de main de maître par Eric. Donc Eric Blos, speaker bureau, intermédiaire entre les conférenciers et les agences et les sociétés qui réservent des conférenciers, et par l'Association française des conférenciers professionnels, donc qui est représentée par son président Philippe Boulanger. Alors vous êtes habitués à nous retrouver tous les jours à 18h30. Aujourd'hui, le format va être un peu différent. On sera moins en mode conférence, on va plutôt être en table ronde. Et donc, comme chaque soir, on va vous donner la parole. Mais on va lancer le débat. Nous sommes 6 autour de la table et l'objet de ce soir, c'est comment peut-on obtenir une meilleure collaboration entre l'organisateur d'un événement, le conférencier et le public. Alors, autour de la table, Éric Blot, je vous en ai parlé, Philippe Boulanger, qui est conférencier, donc président de l'association, mais aussi et surtout conférencier. On a Claude Garcia Zunino, qui a une longue expérience dans l'organisation d'événements et qui parlera de cette expérience, mais aussi aujourd'hui de sa fonction de MC, donc ce fameux MC que l'on écrit MC, maître de cérémonie, ou MCEE, selon la littérature de référence. On aura Johanna, qui est aussi maître de cérémonie et qui a aussi une longue une longue expérience, en organisation d'événements, mais plutôt en interne, donc du côté entreprise. Gilles André, 25 ans d'expérience en organisation d'événements et MC également, décidément, on dirait que pour être MC, il faut avoir organisé des événements. C'est vrai que la passerelle entre les deux est très facile et l'un permet souvent l'autre. Donc Gilles nous rejoindra vers 19h. Et puis enfin, moi, donc Sabine, je vais peut-être prendre 2 minutes puisque je suis à l'initiative de cette table ronde pour vous expliquer qui je suis et ce que je fais. Donc j'ai moi-même été 17 ans active dans le secteur de l'édition avant d'organiser un tout gros congrès, une toute grosse convention pour tout ce qui était comptable, expert comptable. D'ailleurs, j'écoutais avec attention Gilles Durochou hier qui nous parlait de la passion et qui a beaucoup cité cette profession en exemple pour parler de la difficulté de vendre des produits qui étaient peu passionnants. Et donc, ce groupe cible a été ma vie pendant presque 25 ans. Et donc ces 10 années où j'ai organisé ce gros congrès, cette grosse convention, j'ai commercialisé environ 1500 conférences que je dis commerciales. Alors, ça veut dire quoi une conférence dite commerciale? C'est un espace de temps, un espace de parole où les partenaires venaient présenter un produit, un service ou une personne. Hein, si on est dans le coaching ou dans la formation, souvent on se présente en tant que personne. C'était des formations qui chez moi étaient payantes, qui avaient un prix assez élevé. Et chaque année, mes partenaires venaient me trouver en disant Sabine, tu sais, tes conférences, c'est hyper cher et ça ne rapporte rien. Alors évidemment, c'est embêtant quand vous vendez des conférences chaque année et que vous entendez ce retour-là. Et donc, quand j'allais écouter ces conférences, ce que je faisais régulièrement chez moi, ou peut-être pas toujours chez moi, mais dans d'autres endroits parce que je n'avais pas toujours le temps, on sait qu'en tant qu'organisateur, on n'a pas toujours le temps, eh bien, je me rendais compte que ces conférences, en effet, n'étaient pas exactement ce que le public était en droit d'attendre. Pourquoi? Parce que soit ce n'était pas le bon orateur, hein, souvent vous avez le directeur commercial qui réserve une conférence et qui se dit ben voilà, je suis directeur commercial, je vais prendre la parole. Ce n'est pas toujours une bonne idée, ce n'est pas toujours la personne la plus compétente pour le faire. Souvent, ces conférences, n'étaient pas préparées. J'avais vraiment souvent l'impression que les sociétés achetaient ces conférences pour que le concurrent ne puisse pas les avoir. Mais qu'en réalité, une fois qu'on avait acheté la conférence, eh bien, on la mettait dans un petit coin et on n'y prêtait plus trop attention. Donc souvent, il y avait un manque de préparation ou aussi un excès d'ego avec aussi souvent des profils commerciaux qui pensaient que le charisme était suffisant et qu'il n'était pas nécessaire de préparer. Et enfin, il y avait souvent une absence totale de focus vente ou au contraire, des conférences qui n'offraient absolument aucun contenu et qui n'étaient que axées commercial, ce qui avait aussi pour effet de ne pas avoir le retour sur investissement souhaité par les partenaires. Alors, en fait, qu'est-ce que ça m'a permis de me rendre compte? Parce que moi, j'étais jusqu'à écrire un livre sur le sujet. Pourquoi? Parce que j'étais extrêmement frustrée et en fait, tout le monde était frustré. Donc, il y avait les sociétés, les partenaires qui avaient acheté la conférence, qui étaient frustrés. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient payé très, très cher et ils estimaient que cela ne rapportait rien. Il y avait ensuite le public, les visiteurs qui étaient frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu du mauvais contenu et ils avaient vraiment le sentiment d'avoir perdu leur temps. Et il faut savoir qu'en tant qu'organisateur, eh bien, un public frustré, un public qui perd son temps, c'est en général un public qui ne reviendra pas. Et puis en fait, il y avait moi, j'étais extrêmement frustrée parce que derrière ces conférences, il y avait des efforts commerciaux et je devais chaque année recommencer à vendre ces conférences et j'avais un taux de retour qui était relativement faible.
Alors dans les faits, ce n'était pas si grave parce que j'avais plus de demandes que d'offres, j'avais plus de personnes intéressées et donc je revendais chaque année mes conférences, mais il y avait quand même chez moi une très grosse frustration de me dire voilà, on offre des choses et ces choses ne sont pas utilisées à leur meilleur, de la meilleure façon. Et donc, c'est ce qui m'a amené à écrire un livre sur le sujet où j'accompagne vraiment les organisateurs en disant, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'organisateur et le conférencier collaborent de manière optimale avec, évidemment, dans les deux cas, l'objectif du public, puisque, comme je vous l'ai dit, le conférencier, je dis parfois orateur, hein, ne m'en voulez pas dans les conventions que j'organisais, on parlait plutôt d'orateur que de conférencier. Pourquoi? Parce que c'était souvent des personnes dont ce n'était pas le métier de prendre la parole, donc on parlait plutôt d'orateur. Si je parle d'orateur plutôt que de conférencier, je veux dire exactement la même chose. Et c'est vrai que moi, j'étais dans des événements qui étaient des événements B2B, hein. Je n'étais pas dans des événements grand public, mais c'est vrai que j'étais plutôt dans des conventions, congrès, foires, salons, où des conférences étaient organisées pour remplir aussi ce qu'on appelait un programme académique. Et donc, je me différencie un peu de ce que vous pourriez connaître, où le conférencier est réservé pour aller parler devant les collaborateurs d'une société, par exemple, où il sait qu'il aura 1000 personnes dans sa salle, parce que la société a 1000 collaborateurs. Et donc là, quelque part, il n'y a pas tellement d'efforts de promotion pour remplir la salle, ce qui est un avantage et ce qui peut être aussi un gros inconvénient, parce que ça veut dire que les gens qui sont dans la salle, eh bien, ils sont par obligation et ne sont pas venus de leur plein gré. Donc voilà, mais dans les faits, la satisfaction de l'un et de l'autre, qu'on soit dans un type événement d'entreprise avec un conférencier qui vient pour s'adresser à un parterre de collaborateurs ou de clients de l'entreprise, ou qu'on soit dans des événements qui sont organisés par des cercles d'affaires, par des salons, des congrès, donc des événements B2B ou B2C, c'est à peu près la même façon de fonctionner. Voilà, je vous ai expliqué, je vous ai un peu situé pourquoi ce sujet me tenait à cœur et pourquoi j'étais à l'initiative de cette table ronde. Et en fait, je vous l'ai expliqué, donc énormément de frustration. Et donc, j'ai envie de vous donner la parole, hein, donner la parole à Philippe en tant que conférencier, à Eric en tant qu'agence, à Claude, à Johanna en tant qu'organisateur d'événements, et puis à Sylvain en tant que public. J'ai peut-être envie de commencer avec Philippe. Voilà, Philippe, toi, en tant que conférencier, quelle est ta plus grosse frustration par rapport à une organisation? Donc, quelque chose que tu rencontres très régulièrement ou quelque chose qui t'est arrivé une fois, mais pour toi, c'était quelque chose vraiment d'insupportable, ou au contraire, ce qui fonctionne plutôt bien. Et si tu veux lancer le débat, ce serait sympa. D'accord. Alors, ma plus grosse frustration, moi, ça a été à chaque fois que j'ai été demandé comme conférencier sans avoir aucun contact avec le client final. Sur la base, évidemment, de ce que je faisais déjà, j'ai été retenu comme étant l'intervenant clé pour une keynote. Et pour autant, je ne connaissais pas le contexte du client, je ne connaissais pas les participants, leur typologie, leurs enjeux, les objectifs de la conférence dans laquelle je devais participer. Et donc, c'est un petit peu comme si on avance dans un brouillard à couper au couteau, on ne sait pas du tout ce qu'on va rencontrer, on ne sait pas du tout les écueils qu'on va rencontrer. Et donc, on a un fort risque à ce moment-là, évidemment, de passer à côté de la plaque en ce qui concerne les attentes du client. Donc, si on a cette précision, cette volonté d'arriver à satisfaire un client, je pense qu'il est évidemment au départ extrêmement important de comprendre quelles sont ses attentes de base. En fait, j'ai une règle fondamentale chez moi qui est de faire un brief avec le client avant la conférence, de manière à pouvoir intégrer dans ma conférence, dans mon squelette de conférence, les messages clés qui sont les messages du client, à supposer évidemment qu'ils ne soient pas en contradiction totale avec ce que je dis d'habitude, hein, puisque là, ça me posera un autre problème qui est un problème d'éthique. Mais dans la mesure où le client demande d'avoir des messages, par exemple, booster l'innovation ou arriver à provoquer un changement, à provoquer un choc dans les équipes, bah oui, évidemment que je vais arriver à faire ça avec éventuellement le langage du client, hein, ce qu'on appelle tous les mots qui sont spécifiques à son industrie, voire à sa propre culture, de manière à ce que j'ai le maximum d'impact. Et si j'ai pas ça, eh bien effectivement, ça ne se passe pas bien. Et tout à l'heure, je raconterai une anecdote qui m'est venue directement d'une conférence, d'une convention de conférenciers en fait en Allemagne,
dont je reparlerai tout à l'heure, justement sur la manière dont on a sensibilisé les conférenciers allemands à ce sujet-là. Oui, c'était une méthode plutôt innovante et qui m'a beaucoup plu, plutôt disruptive. Donc on en reviendra après. Mais ma frustration, elle est là. Ne pas être en contact avec le client préalablement. Alors, petite question, Philippe, parce que tu dis que tu envoies un brief au client. Donc, quand tu n'es pas en contact avec le client, c'est parce que le client ne te donne pas l'information que tu veux, c'est parce que tu n'as pas accès au client qui est un intermédiaire. Comment tu expliques que parfois ça marche très bien et que parfois tu n'as aucun contact? Oui, alors effectivement, c'est parce qu'il y a eu en général un intermédiaire, voire plusieurs, entre moi et le client final. Et donc, pour des raisons de timing, des raisons de synchronisation et de gestion du planning des intermédiaires et du client, eh bien, on arrive dans ce genre de cas de figure. À chaque fois que ça s'est passé, en fait, ça s'est passé sur des conférences qui m'étaient demandées au dernier moment, du genre, on m'appelle le jeudi pour une conférence le lundi, par exemple, et un petit peu en mode pompier, on va dire, heu et heu et donc, oui, c'est cette partie-là, et avec il y a toujours des intermédiaires, hein, dans ce cas-là. Parce que quand c'est un client qui me contacte en direct, évidemment, il n'y a pas du tout ce genre de situation. Puisque, dès le départ, j'explique qu'on fait un brief pour connaître les objectifs du client pour la conférence. Alors, ça dépend évidemment des intermédiaires. Par exemple, si on prend le cas d'Eric, par exemple, à chaque fois, on n'a pas eu ce type de problème. Puisqu'avec Eric, il y a toujours un brief avec le client, c'est évident. Oui, Ça oui, s'est c'est passé en évident que général, j'allais. oui, ça s'est passé ça à chaque fois avec des agences événementielles. OK, donc c'est évident que j'allais passer la parole à Eric, hein, puisque Eric est un intermédiaire. Donc Eric, si tu peux ajouter quelque chose sur, l'intervention de Philippe? Oui, oui, bien sûr, c'est vrai, je comprends, évidemment la frustration de Philippe. Il me semble qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs, il y a peut-être, un peu plus d'un an. Hem, bon, alors, ce qu'il faut comprendre pour l'intermédiaire, enfin, si je défends un peu cette cause-là, c'est que parfois le client est compliqué. Tout à l'heure, au début de la room, hein, en préparation, vous avez vu Edgar Gros-Piron qui est passé, et qui me demandait comment ça se passait là avec le contact qu'il m'avait transmis, sur Annecy cette semaine. L'agence n'arrive pas à faire bouger le client. On sait que l'événement va avoir lieu. Le client est une grosse marque de montagne, qui est un événement majeur où il réunit 200 personnes dans le monde, mais il n'arrive pas à avoir le client pour la prise de brief, pour faire des réunions et tout ça. Enfin, donc c'est compliqué. Donc parfois, malheureusement, c'est pas tout à fait la faute de l'intermédiaire. Non, En revanche, j'ai connu des agences qui confiaient la relation conférencier à des stagiaires, parce qu'ils disent ouais, de toute façon le conférencier il connaît son job, machin, il y a aucun problème. Je vais pas mettre des ressources chères et rares de mon agence pour briefer un conférencier qui est déjà rompu à l'exercice. Et donc vous vous retrouvez vous avec la stagiaire qui sort de l'école et qui, la pauvre, va avoir du mal à vous aider. Le brief, de toute façon, avec le client ou avec le rédacteur en chef de l'événement, hein, parce que ça peut être quelqu'un de l'agence qui a son importance, c'est pas forcément le client final. Le brief est indispensable et cet échange pour caler, calibrer, les éléments de langage, la dynamique et l'objectif même de l'événement et pourquoi vous m'avez choisi moi, pour être sur scène, ça me paraît indispensable. Il faut vraiment lutter pour avoir ça avant le jour J, c'est sûr. Est-ce que plus il y a d'intermédiaires, plus c'est compliqué? Après c'est comme dans la vie, hein, plus il y a d'intermédiaires, plus il y Qui a va gérer? d'intermédiaires, plus c'est compliqué probablement, oui, en effet. On est d'accord. Alors peut-être, Claude, donc tu as aussi une longue expérience en organisation d'événements. Tu es MC, donc quelque part encore un intermédiaire en plus, puisqu'il va y avoir le conférencier et le conférencier va être le MC, va souvent être entre le client et le conférencier. Quelle est ton expérience? Merci Sabine. En fait, moi j'ai eu plusieurs expériences puisque la première partie de ma vie professionnelle, en fait, j'étais, plutôt, directeur marketing, directeur de la communication et donc j'ai été à même d'organiser des événements, donc côté organisateur, avec des agences ou pas d'ailleurs, hein. J'ai notamment beaucoup travaillé avec l'agence Alice Événements à l'époque et l'expérience que j'ai, en fait, le témoignage à ce sujet, donc c'est des gros événements internes, conventions nationales de réseaux, réseaux de franchise et réseaux de distribution, c'est qu'on intégrait très tôt, en fait, tous les intervenants, au moment du brief, un peu comme un marketing 360, dès l'amont, du démarrage, en fait, du projet événement.
pour avancer ensemble comme un projet. Et ça a été quelque chose de très, très positif. Je dirais même jusqu'à, la fin, c'est-à-dire le bilan de l'événement. Donc on a travaillé, on a fait venir à la fois des animateurs télé ou des Didier Deschamps à l'époque pour des conventions nationales et autres. Et après je l'ai vécu avec un autre regard en tant que consultante et depuis peu speaker, où là l'idée c'est vraiment de travailler effectivement tout au long de la chaîne. Alors je le vis en ce moment en tant que speaker, notamment avec un client, et j'ai apprécié en fait être intégrée très tôt à leur équipe en fait, projet. Et du coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On a bien clarifié le positionnement de l'événement. On a bien clarifié les enjeux du client, le contexte, le conducteur. Et effectivement, on est parfaitement alignés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif et d'appréciable. Bien, alors Sylvain est avec nous. Je n'ai pas présenté Sylvain, donc Sylvain est actif dans le monde du digital. Il a une agence web. Il est surtout aujourd'hui présent en tant que public. Il représente le public. Pourquoi? Parce que bon, voilà, c'est un entrepreneur. Donc, comme tous les entrepreneurs, il assiste évidemment à pas mal de prises de parole dans des cercles d'affaires, dans des réseaux de networking. Alors, Sylvain, toi, en tant que personne du public, qu'est-ce qui te frustre quand tu assistes à une prise de parole et une conférence? Alors tout à fait. Alors moi, j'ai découvert le monde de la conférence par deux biais. Le biais d'abord de la FCP, hein, dont la plupart d'entre vous faites partie en tant que conférencier, et moi-même également, et par le biais également des TED et TEDx, hein, que vous connaissez également. Et du coup, finalement, quand j'ai découvert en fait cette forme de finalement d'apprentissage, hein, parce qu'une conférence, même si parfois on y va par plaisir, on y va pour aussi apprendre des choses, soit sur nous, soit sur notre métier, soit sur un certain sujet, un environnement. Et peut-être que la frustration première, c'est finalement soit au niveau de la redite ou au niveau de d'idées qui sont inconsistantes et finalement d'avoir l'impression que le speaker en question tourne en rond autour de son sujet, il n'apporte rien de nouveau, en tout cas n'apporte rien de nouveau pour moi-même. Et ça, c'est vrai que c'est une frustration que je rencontre de temps en temps. Alors souvent, j'attribue ça au fait que parfois j'ai l'impression que le speaker en question n'a pas forcément bien préparé sa prise de parole et que autour d'improvisation, autour d'un sujet qu'il ne maîtrise pas totalement ou en tout cas qui ne veut pas dévoiler la maîtrise qu'il a du sujet, là c'est une vraie frustration. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un mauvais casting de la part de l'organisateur? Ou c'est une mauvaise communication, une mauvaise promotion de l'événement? Ça m'amène Alors, à switcher un peu sur la promotion des événements, en fait, hein, que ce soit. Donc, c'est évident que quand on est invité à un événement, ou en tout cas quand on décide de s'inscrire à un événement, on a une attente. Et effectivement, l'attente, elle est surtout portée sur le speaker, sur le conférencier, parce que c'est lui l'orateur, comme tu dis aussi, parce que c'est lui qui va être le vecteur. Donc, en fait, moi, quand j'arrive dans la salle et que je m'assois et que j'attends que le conférencier, le speaker parle, je m'attends à effectivement ce qu'on m'a entre guillemets vendu. Et effectivement, quand ça n'atteint pas les attentes que j'avais mises dans la personne, parce qu'encore une fois, je pense que c'est sur la personne que reposent les attentes et surtout les frustrations. Alors, erreur de casting, oui, ça arrive qu'il y ait des erreurs de casting, mais je pense surtout qu'au-delà de l'erreur de casting, c'est souvent un manque d'investissement personnel de l'orateur, du speaker, qui joue sur la frustration, parce que je pense que l'organisateur, quand il a choisi son speaker, soit sur une partie on va dire d'expertise ou sur le public qu'il doit rencontrer, normalement il a fait un bon choix. Après, effectivement, je pense que il y a il y a des personnes qui, quand ils sont sur scène, n'ont pas la bonne énergie avec le public. Et là, effectivement, peut-être que on peut parler d'erreur de casting parce que justement, le speaker, c'est pas sur le sujet qu'il est critiquable, mais c'est surtout sur le contact. Hein, je reprends un peu l'idée de Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire le contact qu'il va établir
avec le public et justement l'émotion qu'il va véhiculer avec le public. Alors c'est vrai qu'il faut se rendre compte que tout le monde n'est pas conférencier professionnel et que dans ce genre d'événement, on est là pour traiter de la prise de parole et pour inciter tout le monde et encourager tout le monde à prendre la parole à partir du moment où on a quelque chose à dire. Et donc on n'est pas obligé d'être conférencier professionnel pour prendre la parole. Mais c'est vrai qu'en tant qu'organisateur, on a 2 types de conférenciers auxquels on peut s'adresser. On a les conférenciers renommés où on est sûr que de la valeur du conférencier et on sait pourquoi on les prend. Et puis, on a parfois sur des sujets particuliers, des gens qui viennent du secteur professionnel. Je pense par exemple à des avocats ou qui sont vraiment spécialisés dans une matière, mais qui ne sont pas spécialement de bons orateurs pour la cause. Et c'est là pour moi qu'il y a toute une dynamique d'accompagnement de l'organisateur. Alors, je sais que l'organisateur n'a pas le temps et souvent pas les compétences pour former les conférenciers. Mais je pense, moi, je suis convaincue que ça relève de sa responsabilité, que ça doit être un point d'attention pour lui. Pourquoi? Parce que, comme tu le dis, Sylvain, si la personne qui est dans la salle a l'impression de perdre son temps, c'est un visiteur qui ne reviendra jamais. Ou c'est quelqu'un qui ne parlera pas de votre événement, ou c'est quelqu'un, si vous êtes conférencier professionnel, qui ne vous retiendra pas, qui ne parlera pas de vous. Donc, de toute façon, il y a pour moi toujours un accompagnement à faire des conférenciers. Et il y a vraiment. Alors, Philippe, peut-être que. Est-ce que tu interviens aussi, Philippe, parfois dans des événements où tu n'as aucune idée du public qui sera dans la salle? Donc, je parle de la quantité de public qui sera dans la salle. Donc, tu as, comme on l'a dit, des conventions où une société fait appel à toi pour parler devant 500 collaborateurs ou clients. Et est-ce que ça t'arrive aussi d'intervenir dans des salles où on te dit, voilà, on organise un événement, on voudrait que vous preniez la parole, mais on ne sait pas s'il y aura 20 ou 300 personnes? Alors, oui, et en fait, j'ai une anecdote pour ça. En fait, je donne certaines conférences pour des organisations à caractère, comment dire, social. Et j'ai été contacté un jour par une association qui faisait l'intégration d'immigrants, alors je ne sais plus de quel pays d'Afrique. Et donc, on m'a demandé si je voulais bien faire une intervention. Le sujet étant d'aider, grâce à l'innovation, des personnes à mieux trouver un boulot. Et ils m'ont dit, voilà, on est dans notre association, on est 500 personnes, et donc on vous propose de venir. Votre intervention, on serait vraiment heureux que vous veniez. Donc je dis, ok, très bien, pas de problème. J'ai effectivement une possibilité pour ce jour-là. Et je demande évidemment combien on va avoir de personnes. Il dit, écoutez, on est 500 dans l'association, c'est vraiment un sujet très très intéressant pour eux. Il faut compter entre 100 et 150 personnes au moins, parce que ça va être le cas. On a une salle qui va pouvoir les accueillir, pas de souci. Donc à Aubervilliers. Donc le jour précédent, j'avais toujours pas le lieu exactement de l'événement. Et donc ils me disent finalement, bah, écoutez, ça va être dans la salle de telle école qui nous a été mise à disposition. C'est une grande salle, il n'y a pas de problème, il y a la place. Et donc, on devait démarrer la conférence à 18h30. Donc j'arrive en avance avec mon matériel. Alors mon matériel, c'était quoi? C'était mon PC sur lequel je devais connecter, bien évidemment, un projecteur qu'il devait fournir. Donc je leur avais dit, donner mon cahier des charges, projecteur, alimentation, système de son, écran éventuellement s'il n'y en avait pas déjà intégré dans la salle. Donc j'arrive à 18h, donc j'arrive même à 17h30, donc bien en avance pour être sûr que j'ai aucun problème de temps pour m'installer. Et 17h30, toujours personne. Donc je me suis dit, c'est quand même étonnant, on doit démarrer à 18h30, 18h, toujours personne. 18h15, toujours personne. Là, je commence vraiment à me poser une question, parce que 18h15, quand on doit démarrer la conférence à 18h30, et qu'il n'y a toujours personne, même pas l'organisateur, alors que j'avais vu les flyers. Les flyers, c'était bien marqué 18h30, du coup, à cette salle-là. Et il arrive à 18h25, les mains dans les poches, et il ouvre la salle. Et donc je rentre dans la salle, c'était effectivement une grande salle. Il y avait un paquet de chaises empilées sur un mur de la chaise. Il y avait une table qui traîne dans un coin, aucun écran, aucun projecteur. Et là, je commence à me dire, ok, petit problème d'organisation. Je crois que l'organisateur n'a pas compris comment on organisait une conférence de ce type-là. Donc, il me dit, mais c'est bon, le projecteur arrive. Donc, le projecteur, effectivement, arrive.
sauf que le projecteur arrive sans cordon d'alimentation ou sans rallonge, ce qui fait qu'en fait, on était capable de le brancher sur une prise du mur et il se trouvait à 2 mètres du mur sur lequel on allait projeter. Donc, du coup, on avait une petite image et on n'avait pas non plus de son amplifié. 19h, il y a 10 personnes dans la salle. Donc, je demande à l'organisateur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez qu'on démarre pour 10 personnes? Il me dit non, on va attendre encore un petit peu. Donc, on a attendu encore une demi-heure, 19h30, et là, on a eu une trentaine de personnes. Donc, un écart assez important entre les 100 à 150 prévus et les 30 qui étaient prévus, une organisation qui était complètement, qui marchait pas du tout. Et en fait, c'était aussi un problème culturel. Alors, quand je dis problème culturel, entendez-moi bien, ça n'a rien de péjoratif, ce que je vais dire. C'est une organisation dont le but était l'intégration de personnes, d'immigrants qui venaient d'un certain pays d'Afrique. Et ce que m'a dit une des personnes, c'est il faut que vous vous rappeliez, vous avez la montre, mais nous, on a le temps. Donc, en fait, on se retrouvait dans cette dualité de culture où moi, j'attendais que tout soit prêt à un certain moment. Et eux, en fait, le temps n'a pas exactement... Ils n'ont pas la même relation au temps. Donc, le fait qu'ils arrivent avec 1 heure de retard, pour eux, c'était normal. Donc, ils sont arrivés. Ils sont arrivés, mais sauf qu'ils étaient extrêmement peu nombreux. Donc, il s'est trouvé que c'était une conférence que je donnais et que j'avais offert. Hein, donc, ça fait partie de ma mission que je considère importante en tant que conférencier, qui est autant de livrer des messages impactants et clés à des entreprises, mais aussi de faire un retour à la communauté sur certaines organisations qui sont des organisations caritatives ou non gouvernementales, et Claude sait très bien de quoi je parle dans ce cadre-là, et aussi éventuellement pour des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, effectivement, de leur mettre le pied à l'étrier aussi de cette même manière. Donc, je pense que ça fait vraiment partie du retour à la communauté que d'être capable de faire ça. Par contre, quand on se trouve dans ce type d'organisation qui est complètement à l'ouest par rapport à ma culture, évidemment, ça peut poser un problème. Et c'est très frustrant. Alors, je voudrais rebondir et je voudrais partager 2 expériences, donc la frustration de l'organisateur et la frustration du conférencier. Donc, en tant qu'organisateur, on est responsable, comme je dis, je compare souvent la conférence à la pièce de théâtre en disant, voilà, il y a l'orateur, le conférencier qui, lui, va, selon qu'il est seul ou qu'il est entouré, il va écrire son scénario, il va mettre en scène sa conférence, il va prendre la parole. Donc, c'est plusieurs fonctions des métiers du théâtre qui sont réunies en une seule personne. Et puis, il y a l'organisateur qui, lui, va produire l'événement, va être responsable de mettre en place une infrastructure à disposition du conférencier, et puis aussi qui va assurer la promotion de l'événement. Donc, quelque part, il est responsable du remplissage de la salle. Et encore une fois, si vous intervenez dans une convention pour une société où vous savez que vous aurez 1000 personnes dans la salle, eh bien, la société qui organise la convention est tenue de fournir des informations qui font que les gens, avant de savoir qui vous êtes et avant de vous entendre, ils ont déjà envie de vous entendre. Et donc ça, c'est super important, c'est ce qu'on appelle la promotion, c'est ce qu'on appelle le teasing. Et donc, double frustration, pourquoi? Parce qu'en tant qu'organisateur, eh bien, moi, je dis, à moins que l'événement soit un fiasco total, parce que ça arrive, hein, des événements qui sont où c'est la première édition et on passe à côté du truc, ça arrive. Mais si un événement a du monde et qu'il n'y a personne dans la salle, moi, je pars du principe que le conférencier est aussi responsable parce que souvent, c'est qu'il n'a pas été capable d'attirer le public avec un contenu qui intéressait le public qui se rendait à cet endroit. Et donc, c'est ce que Sylvain disait tout à l'heure, bien souvent un contenu qui ne correspond pas à ce qu'on a vendu. Et donc, c'est toute l'importance d'avoir un titre accrocheur et d'avoir un descriptif. Mais si votre titre n'accroche pas, les gens ne vont pas cliquer sur votre descriptif. Donc, il faut déjà accrocher dans le titre. Et on a malheureusement trop souvent des titres complètement bateaux qui ne donnent pas envie. Donc ça, c'est la frustration du côté de l'organisateur, c'est de courir après des informations de la part de l'intervenant qu'il n'a jamais, et finalement de ne pas pouvoir faire une bonne promotion. Et moi, ça m'est arrivé de réclamer le titre 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, je mets le programme en ligne et chacun est responsable et chacun est majeur. Donc je pars du principe que si le conférencier n'a pas envie de faire la promotion de sa conférence, eh bien tant pis pour lui, il n'y aura personne dans sa salle, mais je ne me sentirai pas responsable. Mais à contrario, on a aussi parfois des organisateurs d'événements qui vont communiquer beaucoup trop tard sur le programme et qui ne vont pas donner toute la visibilité promise aux conférenciers. Et donc là, on génère de la frustration du côté des conférenciers qui, eux, sont en attente d'avoir beaucoup de public et qui pourraient reprocher à l'organisateur de ne pas avoir communiqué assez tôt. Et donc, c'est vraiment toute la dynamique et tout le débat, c'est de faire
faire en sorte d'avoir toujours une communication, une collaboration qui est optimale entre les 2 protagonistes, toujours dans le but de satisfaire les personnes qui sont dans la salle. Alors, Johanna, on j ne t'a pas encore entendu. Ah Philippe, tu veux peut-être ajouter quelque chose? oui, pour parler de cette communication, moi j'ai une pratique que je fais de manière systématique, c'est que je propose, au client, alors dans la mesure effectivement où j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui, je lui propose de créer un teaser en vidéo à destination de ses participants. De manière à ce que justement il ait une possibilité de communiquer, non pas sur, une vidéo standard que j'ai pu fournir, mais sur une vidéo qui a été, spécifiquement fait pour le client. C'est typiquement une vidéo qui va faire 2 minutes, 3 minutes maximum, où encore une fois on reprend les éléments de langage du client et on reprend les enjeux de la conférence et évidemment on propose aux participants de venir nous rejoindre pour ce moment qui va être excitant. Donc ça fait partie des meilleures pratiques, aujourd'hui que je considère qu'un conférencier doit faire de manière à ce il fournisse un support complet à son client pour que les participants de la conférence du client soient vraiment attirés, pas seulement par le titre, mais aussi déjà par une présence du conférencier à travers cette, vidéo. Merci Philippe. Alors je propose peut-être Johanna en une petite intervention et puis on donne la parole à nos clubhousers. Ok, Oui, il y a merci. Stéphane qui est monté, sur scène qui pourra prendre la parole avec nous après. Voilà, donc Johanna et puis on cède la parole à Stéphane. Merci Eric. Oui, merci, merci Sabine, merci Eric, tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dites, donc je peux que résumer ce qui était dit en tant que frustration. Le clé d'un événement qui marche, c'est vraiment une organisation mais hyper pro. Il faut que ce soit comme un well-oiled machine, comme on dit en anglais. Et je pense que le quantité de personnes qui sous-estiment le temps qu'il faut, l'importance de déterminer l'objectif de conférence, de déterminer l'importance des intervenants, pourquoi on veut ces intervenants-là, quelle est la valeur qu'il va donner à l'audience, parce que il y a trop de conférenciers, ils sont trop centrés sur eux-mêmes, ils sont pas assez centrés sur l'audience, ils sont trop longs dans la conférence, donc il y a une grosse histoire d'ego souvent dans les conférences. L'ego du patron qui dit que le conférence, le séminaire, ça va se passer sur ce format et ça va très bien et tout le monde va être content, qu'on n'y comprend rien du tout dans l'organisation. Ça va être un intervenant, un conférencier qui va être vraiment un petit peu sur son nombril à lui, sur ses expériences, sur son parcours. Il va être beaucoup trop long. C'est pas pour rien que les conférences TED ils durent exactement un maximum 20 minutes parce que c'est vraiment le temps d'attention qui est vraiment optimisé pour garder l'attention des gens. Donc, faire un séminaire toute une journée avec conférencier après conférencier qui enchaîne, quand c'est que descendant, sans participation, sans un objectif clair sur qu'est-ce que l'audience peut attendre. C'est vraiment c'est la recette pour aller à la catastrophe. Donc je pense que c'est tellement sous-estimé le temps de réflexion qui est nécessaire derrière un événement qui marche. Combien de conférenciers, quelle est leur raison de leur intervention, combien de temps il doit parler, combien de pauses et d'activités entre chaque conférencier, combien de temps en avance qu'on prévient tout le monde, qu'on fait la promo, etc., etc. Et c'est vraiment cette course après le monde sur lastminute.com, ce problème d'ego et ce problème de conférenciers qui sont mal ciblés. Pour toutes ces raisons-là, on a des conférences qui pourraient être des beaux événements qui sont à l'échec, mais quand c'est un événement interne, c'est au frais de la princesse. Donc l'année suivante, on recommence la même chose parce qu'après tout le monde a pu voyager, on était obligé d'être là, donc tant qu'à faire, on va faire semblant de s'écouter. Donc ça c'est une chose. Si la boîte veut continuer à financer conférences année après année dans cette format, pourquoi pas. Par contre, quand c'est un événement où les personnes paient de leur poche et ils attendent de la valeur et c'est raté, ça c'est encore autre chose. Et ça c'est toutes les frustrations que tu as pu expérimenter, vivre, Sabine, que tu nous as parlé dès le départ. Et encore une fois, c'est super que tu as écrit un livre parce que je pense que c'est vraiment sous-estimé le métier d'organisateur d'événements.
pour avoir un événement pro qui donne la valeur à l'audience. Ah, moi, j'ai des organisateurs qui m'ont dit: «J'en ai rien à cirer», texto, hein, je répète ce qu'ils m'ont dit: «Je n'en ai rien à cirer d'accompagner mes conférenciers, c'est pas mon métier, c'est pas mon job». Alors c'est une vision, je la respecte, mais moi je trouve qu'au bout du compte, c'est le visiteur et l'auditeur qui est perdant. Donc, Éric, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Je Oui, vois ton oui, micro qui clignote. moi, je suis complètement d'accord avec Johanna, sauf sur un point, c'est que quand c'est un événement interne et que le public, tel qu'elle l'exprime là, est frustré, c'est-à-dire qu'il dit, bon, bah, on a fait le voyage et tout ça, mais en fait, l'événement ne nous a rien apporté, je peux te dire qu'il y a un fusible qui saute et que l'année prochaine, ce sera encore un événement, mais ce sera pas le même, et c'est l'agence. On fait sauter l'agence. Si le public est pas content et dit, bah ouais, mais en fait, bon, voilà, on reviendra pas l'année prochaine, il y a un nouvel appel d'offres et l'agence ne fidélise pas son client. Oui, clair. tout dépend sur l'exigence de l'organisation. Tout dépend aussi sur l'ego du patron. Parce que si le patron a décidé que cette speaker va être présente parce que c'est un copain, etc., parce que soi-disant il a des expertises, ben, il va aller jusqu'au bout de son argumentation pour dire mais si c'était fabuleux. Donc souvent c'est vraiment une question d'ego qui va bloquer, Mais malheureusement. ce que tu dis, Johanna, est important parce que quand on a participé au salon Event avec Philippe et avec Eric, donc le salon Event est un événement un congrès sur Paris de l'événementiel. En fait, on entendait souvent des agences, en effet, qu'elles avaient peu d'impact au niveau du choix du conférencier, que souvent le patron arrivait déjà avec son choix qui était fait et qu'elles se contentaient d'être un intermédiaire et de prendre contact avec ce conférencier, mais qu'elles n'avaient pas vraiment de boulot de recherche du meilleur conférencier disponible sur le marché sur une thématique donnée à un moment donné. Stéphane nous a rejoint. Stéphane, ça fait un petit bout de temps que tu es là. Bonjour Stéphane, on t'écoute. Ouais, enfin, on m'a gentiment invité à monter sur scène, mais je suis désolé. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, j'ai pas participé au début de la conversation, donc je pourrais pas réagir par rapport à ça. Mais depuis le moment où je suis arrivé, je pourrais vous faire 3 ou 4 commentaires. Le premier par rapport à ce que tu as dit, Philippe. Tu as fait un petit commentaire sur le fait de faire des vidéos pour présenter le conférencier. Donc moi, je suis pas agence, hein, je suis conférencier. Le premier truc, je peux juste témoigner sur ça et de dire qu'effectivement, j'ai exactement le même truc aujourd'hui sur, je sais pas, une conférence sur 2, ou peut-être sur 3. On me demande de faire une vidéo teasing. Personnellement, je l'ai fait un peu plus courte que toi. Je l'ai fait plutôt dans un format 60 secondes. Mais on monte ça, on explique le bénéfice, machin, etc. Et les clients adorent. C'est pas très compliqué à monter et c'est un petit clin d'œil qui semble assez bien marcher. Ensuite, par rapport à l'intervention de Johanna sur les conférenciers TED, 20 minutes, etc., je vais juste être un peu en désaccord, mais parce que forcément, je fais peu de formats de 20 minutes. La question, c'est pas tant de savoir est-ce que c'est 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie ou 2 heures. La question, c'est est-ce que en 20 minutes, 1 heure, 3/4 d'heure, tu captives ton audience ou est-ce que tu emmerdes tout le monde? Et une conférence de 20 minutes, ça peut être très très long. Et il y a des conférences tête de 20 minutes où moi, au bout de 2 minutes 30, j'arrive pas à décrocher. Et puis, je pense qu'on peut rester sur des formats longs et avoir des gens qui disent à la fin, même à distance, bah, j'avais pas vu le temps passer. Je pensais pas qu'on allait tenir 1 heure et demie sur ce thème-là. Enfin, par rapport à ce que tu as dit, Sabine, sur l'accompagnement des conférenciers, la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, moi, en tant que conférencier, j'ai pas très envie qu'on m'accompagne parce que je travaille sur ma conférence signature depuis tellement longtemps, etc. Et d'avoir quelqu'un qui débarque, qui connaît pas tout l'historique, le machin, le truc. Donc, le point est sans doute très valide. Mais je dirais, ça dépend peut-être des conférenciers. C'est-à-dire qu'il y a des conférenciers qui vont avoir besoin d'être rassurés parce que ça fait la 3e fois qu'ils font leur truc, ils sont sur une conférence pilote, ils n'ont pas l'habitude, etc. Et puis il y a des gens qui ont fait leur conférence des centaines de fois. Quand tu l'as fait des centaines de fois, tu as toujours à apprendre, mais normalement, tu as un écosystème autour de toi. Et tomber, et pour l'avoir vécu, tu vois, avec une agence où tu te retrouves avec une petite nana qui a 25 ans, qui est chef de projet, qui est adorable comme tout, et puis qui essaie de te donner 3 conseils sur tes PowerPoint, et puis tu lui dis, ben non, mais moi, j'ai une conférence, j'ai plus besoin de PowerPoint. Bon, c'est toujours un peu un petit moment où tu dis, bon, ils ont pas bien compris le truc. Et puis, pardon.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que D'accord. j'ai bien fait la différence en introduction en disant que voilà, il y avait des Pardon. conférenciers professionnels et puis on s'adressait aussi aux gens aux personnes qui devaient prendre la parole et dont ce n'était pas spécialement le métier. Mais je pense qu'ici aussi, l'organisateur doit justement, s'il fait un bon accompagnement de ses conférenciers et s'il tire le meilleur de son programme, il sait qu'il doit accompagner et qu'il ne doit pas accompagner. Voilà, Donc c'est clair exactement. qu'on va pas faire l'affront à un conférencier professionnel qui fait je ne sais pas combien de conférences l'année et qu'on a choisi, on va pas lui faire l'affront de l'accompagner. Par contre, l'accompagner, c'est voir s'assurer qu'il a toute la technique, que sa technique correspond à notre technique. C'est s'assurer, je vais donner un exemple que Philippe connaît très bien, c'est que quand on transmet une présentation PowerPoint dans un format, eh bien la régie ne convertisse pas le format et puis on se retrouve avec quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. Donc l'accompagnement, il est très très large en fait. C'est vraiment une présence. Et donc, en fonction du niveau de compétence du conférencier, la présence va être différente. Mais c'est clair que si on donne, par exemple, des espaces de parole à des gens qui sont plus dans le commercial et qui vont présenter des produits, il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Et donc, Ouais. il faut toujours s'assurer que le contenu va répondre aux attentes des personnes qui sont dans la salle. Donc, c'est dans ce Ouais, sens-là que je parle complètement, d'accompagnement. d'accord. Et alors, tu Complètement. vois, moi, pour le coup, le petit point qui m'importe en tant que conférencier, pour le coup, en intervention ou en tant que consultant, mais c'est par contre de passer du temps, alors, soit avec l'organisateur, soit avec le client, mais pour choper 3, 4, 5 éléments de langage que je vais reglisser forcément dans ma conférence pour pouvoir donner l'impression que le truc a été vachement préparé en amont. Et choper ces 3, 4, 5 messages clés qui peuvent être, tu vois, une actualité, un mot sur les titres des gens, ou sur la façon dont c'est organisé chez eux, etc. Ça, c'est assez important pour justement donner le sentiment au public qu'il y a quand même une préparation en amont. Dernier petit point est vraiment subsidiaire par rapport à ce que j'ai entendu. Un des trucs aujourd'hui qui, je trouve, marche encore plus qu'avant en termes de conférences, c'est les conférences où on peut vendre qu'il y a à la fois un bénéfice dans notre vie professionnelle et à la fois un bénéfice dans notre vie personnelle. En tout cas, moi, c'est un argument sur lequel je joue beaucoup. Et depuis cette période Covid, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un argument qui semble faire encore plus mouche qu'avant. Voilà, je voulais juste Exact. faire un petit Je clin d'œil. confirme. Merci Stéphane. Merci Philippe. Gilles, qui nous a rejoint. Bonjour Gilles. Bien le bonsoir les amis, merci Claude de m'avoir fait monter, je suis très content de vous retrouver et puis j'ai envie de remercier Philippe et Stéphane qui viennent de nous partager l'info du teasing vidéo à proposer à l'organisateur. C'est un outil concret, opérationnel, super et merci à vous parce qu'on va pouvoir le mettre en œuvre. Donc c'est du beau partage. Je trouve ça génial. J'essaye de mettre en œuvre, en démonstration, l'art du feedback constructif, j'espère, Stéphane, puisque je sais que c'est un de tes thèmes forts. Pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, j'ai envie de jouer le vieux sage ou singe, j'en sais rien. Un peu les deux peut-être. Puisque vous le savez, oui, il doit y avoir un truc révélateur dans les mots qui viennent à ce moment-là. J'ai été donc patron d'un parc expo et d'un centre de congrès pendant une bonne vingtaine d'années, avant de prendre goût à l'animation d'événements et puis de devenir maître de cérémonie de façon occasionnelle, et puis de passer au job de conférencier parce que j'en ai vu tellement défiler sur ma scène qu'ils m'ont donné des frissons, donné envie d'eux, et quand j'ai senti que j'avais moi aussi quelque chose à partager, à délivrer, ben, j'ai pas pu m'empêcher que de suivre le mouvement. Ça fait à peu près 3 ans. Donc j'ai beaucoup plus souvent été organisateur, lieu d'accueil, régisseur, responsable de la sécurité, tous les aménagements, etc., que conférencier. Cependant, les manifestations qui se sont parfaitement bien passées et où tout le monde était satisfait ont un point commun, c'est lorsque nous avons réussi à réunir suffisamment en amont de l'événement et l'organisateur, et l'agence, et les intervenants, que ce soit le maître de cérémonie, les conférenciers, et j'y ajoute aussi le régisseur, pour éviter tous les pépins techniques que Sabine évoquait tout à l'heure, par exemple par rapport au PowerPoint. J'en ai vu tellement arriver 5 minutes avant leur intervention, faire le show de façon très énergique et puissante, mais il manquait quelque chose. Et il y a une vraie différence, un fossé avec je crois que c'est Stéphane qui évoquait ça, qui viennent les conférenciers quelques heures avant leur passage,
voire même idéalement, et moi c'est ce que j'imposais sur les événements dont j'avais la totale responsabilité à Agen, c'est qu'ils soient présents la veille pour assister au filage. Et là, ils ont la possibilité, les intervenants, et notamment le maître de cérémonie, de se remplir des éléments clés de langage, de se remplir des informations de l'entreprise, de l'événement, et bien évidemment que tout le déroulé derrière est beaucoup plus naturel et fait sentir à tous les participants qu'il y a eu du travail préparatoire. Donc, donc ce que je fais maintenant, ce que je propose aux organisateurs qui ont la gentillesse de me convier à leurs événements en tant que maître de cérémonie ou en tant que conférencier sur la thématique qui est la mienne, c'est à chaque fois de leur proposer d'être là la veille. Alors ça demande du temps, c'est vachement moins possible en digital, donc là c'est les réunions Zoom qui fonctionnent, mais c'est vraiment la solution. Dans tous les cas, moi c'est celle qui a fonctionné et que je défends pour pour que ça fonctionne très très bien. Et puis j'ai un petit conseil à donner parce que j'ai pris la room donc il y a un quart d'heure à peu près au moment où Sabine tu évoquais le fait que parfois certains intervenants ont du contenu à faire passer, mais non pas obligatoirement l'art oratoire. C'est pas très grave, vraiment, c'est pas très grave, à partir du moment où tu y adjoins un maître de cérémonie qui est puissant, qui va l'accompagner, qui va le driver. Et moi, j'ai découvert le métier de maître de cérémonie et d'intervenant, de speaker. Mes gammes, en fait, je les ai faites en accompagnant des mecs qui avaient un super contenu, mais qui n'avaient pas le talent de grands intervenants comme Herrero, De Sertine, Couguet, etc. Des mecs qui étaient capables, en arrivant quelques heures avant, de renverser une salle. J'ai vu dans mon centre de congrès des parterres de 500 personnes en costard, engoncées, sortant de 3 à 4 heures de démonstration PowerPoint, d'objectifs, de stratégie. Bref, c'était très lourd. Et les mecs, après une demi-heure ou une heure et demie d'intervention, faisaient se lever la salle. Les murs vibraient plus qu'à la fin des meetings politiques ou des spectacles où on accueillait des chanteurs. Donc il y a un vrai impact. Et je vais terminer en disant, parce que en fait, je me rends compte que je raconte ma vie un peu là, mais la règle numéro 1, c'est ce que j'ai appris aussi à la FCP, ou plutôt, la FCP m'a confirmé que même pour le métier de conférencier, uniquement de conférencier, c'est la même règle que pour le patron d'un lieu événementiel ou d'un organisateur, et Eric, en tant qu'agence, pourra le confirmer, je pense, c'est la préparation, la préparation, la préparation. Gilles, merci, tu mets de l'eau à mon moulin, évidemment, puisque je plaide pour une plus grande coordination et collaboration entre l'organisateur d'événements et le conférencier. C'est aussi une de mes frustrations, c'est d'avoir souvent mis de l'espace-temps à disposition des conférenciers qui n'en profitent pas par défaut de temps et aussi parfois par arrogance, parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin de cet accompagnement et de cette présentation. Mais je rebondis sur ton métier de MC, de maître de cérémonie. C'est justement aussi, je pense, un secteur où les organisateurs d'événements doivent sans doute investir plus. C'est souvent un poste qu'on a tendance à négliger parce que, évidemment, on paye déjà parfois très très cher pour un conférencier. On veut avoir le conférencier et le conférencier qui est réputé est souvent très cher. Et on préfère donner plus au conférencier et négliger le poste de MC. Et c'est selon moi une mauvaise chose. Donc je vois que Virginie a peut-être quelque chose à ajouter là-dessus parce qu'elle est aussi maître de cérémonie. Je la vois monter. Et puis on viendra à Patrice et à Guy, mais je voudrais peut-être que Virginie rebondisse là-dessus. Merci beaucoup Sabine, bonsoir à tous. Alors je vous suis depuis le début. Alors au tout début, je me sentais pas complètement impliquée et concernée en tant que MC. Là, je le suis de plus en plus parce que ça évoque beaucoup de choses, notamment sur des expériences que j'ai eues, notamment un gros meeting pour le MEDEF, pour pas le citer, et sur lequel en fait on avait fait appel à un économiste, on va dire imminent, sauf que il y a eu zéro communication. C'est-à-dire que pour moi, ce que je trouve le plus terrible et le plus frustrant, c'est quand un intervenant ne se préoccupe pas du public qu'il va avoir, qu'il part du principe que de toute façon, il est célèbre, qu'il ait du contenu et qu'il va dérouler tout seul. Moi, ça a été juste une catastrophe en tant qu'MC et le public a pas du tout apprécié parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a déroulé pendant longtemps sans se préoccuper à aucun moment si effectivement son sujet tel qu'il l'avait amené avait du sens, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas. J'ai eu la chance, heureusement, sur le plateau que j'animais ensuite, d'avoir notamment Jean-Dominique Sénard de Michelin, qui est brillant. Et ça fait tellement la différence quand on a des gens qui sont humbles et qui vont rattraper un petit peu le coup. Alors quand on est MC, qu'on se retrouve au milieu de tout ça, j'avoue, c'est un petit peu compliqué.
parce que on a quand même besoin d'un minimum. Maintenant, le rôle du MC peut être très intéressant aussi parce que pour moi, il peut être un intermédiaire. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que le client, parfois ou l'organisateur, n'a pas le temps ou c'est plus compliqué. Et pour autant, il peut déléguer justement, et moi je le fais très souvent en tant que MC, c'est-à-dire que dès le début de l'événement, dès lors que les intervenants ont été choisis, je propose de prendre le relais et de dire, OK, vous avez donné le sujet, j'ai même vu des fois travailler à proposer des titres s'il y avait besoin. Et en fait, moi, je me mettais en contact après avec les intervenants. Et pour le coup, tout ce temps-là, c'est moi en tant qu'MC qui l'ai pris en main pour que chacun soit préparé, pour qu'on sache ce qui va être et aller chercher les infos dont on avait besoin. Donc, certains intervenants ne connaissaient pas le public. Je voyais auprès de l'organisateur à avoir les informations. Et du coup, ça peut aussi gagner du temps. Donc, je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer aussi quelque part, puisqu'on est un peu chef d'orchestre sur un événement, que d'aller chercher les informations là où elles sont pour éviter que peut-être l'organisateur, lui directement, ait 36 contacts parmi tous les intervenants. Mais clairement, le MC est un outil que l'organisateur peut utiliser pour accompagner ses orateurs et pour optimiser la qualité de son programme. Patrice nous a rejoint depuis un certain temps et je vois qu'il n'a toujours pas eu l'occasion de s'exprimer. Donc Patrice, c'est à toi, on t'écoute. Patrice, tu dois déconnecter ton micro. Bonjour. Voilà, super. Oui, bonjour, Patrice. bonjour. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est Eric qui m'a invité. Merci beaucoup. Je suis souvent à ce rendez-vous et j'essaye d'apprendre plein de choses. J'ai fait quelques conférences. Je parle de marketing émotionnel. Et en fait, ma question par rapport au conseil que vous avez donné tout à l'heure serait plutôt de savoir ce que vous entendez par un titre de conférence qui donnerait envie qu'on aille voir la description, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire un titre qui donne envie? Comment est-ce qu'on fait pour parler de quelque chose que les gens ne connaissent pas? Je dis ça parce que je vais sortir un nouveau bouquin sur le marketing dans quelques semaines. Et c'est une vision marketing vraiment différente et vraiment nouvelle. Et donc, je me demande comment le titre pourrait donner envie, puisque le sujet est pour l'instant inconnu. Quel serait votre conseil ou vos astuces pour réussir à donner envie sur quelque chose que les gens ne connaissent pas? Alors, moi, mon conseil, et puis je verrai si quelqu'un d'autre a une autre idée, mon conseil est toujours de partir du problème du client. Donc, de voir à quel problème tu peux amener une solution. C'est souvent le chemin le plus rapide pour donner un titre plus facilement qui va donner envie. Donc je vais donner un exemple que je connais. C'est une dame qui venait donner une conférence, toujours dans ce congrès, qui s'adressait à des experts comptables. Et son titre, c'était 100% quelque chose. Enfin bref, ce titre ne voulait rien dire. J'ai essayé par tous les moyens de lui faire changer le titre. Ce qu'elle voulait, elle voulait fidéliser la clientèle, puisqu'on sait que l'expert comptable ne peut pas faire de publicité. En tout cas, bon, maintenant ça évolue un peu, mais il y a quelques années, il ne pouvait pas faire de publicité. Et en fait, il aurait suffi de mettre comment fidéliser votre clientèle. Et donc là, on a le comment et on a le problème. Donc on a je ne sais pas fidéliser je ne suis pas capable de fidéliser ma clientèle. Comment est-ce que je peux le faire? Donc ça, c'est déjà quelque chose qui intrigue. Alors, si la personne n'a pas ce problème, certainement, elle ne viendra pas à la conférence. Mais si elle vient à la conférence et parce qu'elle a le problème, elle va trouver la réponse. Et en tout cas, si elle ne vient pas, elle n'aura pas perdu son temps. Donc ça, c'est vraiment mettre en évidence le problème auquel tu réponds. Je ne sais pas si ça te parle par rapport à ce que tu vas amener, mais de toute façon, trouver un titre qui accroche, c'est le défi de tout le monde. C'est extrêmement compliqué de donner un titre et de se différencier des autres. Moi, je trouve que Philippe, vas-y, ouais. Parce que toi, tu as un très bon titre, je trouve. On peut avoir un avis par personne là en fait. Alors moi, la stratégie que je suis en train d'employer sur le sujet, c'est un titre qui est un titre effectivement accrocheur dans le sens où il est étonnant. Alors étonnant sur le principe, si tu veux, des conférences où tu dois accrocher dans les premières secondes ton auditoire, c'est le truc qui va faire mais quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, par exemple, tu parles de marketing, tu balances un truc du genre, je sais pas moi, le marketing du hérisson, c'est le titre. Et puis ensuite, en sous-titre, c'est exactement ce que vient de dire Sabine, c'est-à-dire le comment et le problème que tu vas résoudre. Mais en fait, il faut voir ça à plusieurs étages. La personne va lire le titre en se disant
mais de quoi il parle? Enfin, évidemment, il y a un mot-clé là-dedans qui est marketing, hein. Ensuite, il a le sous-titre qui va lui donner un peu plus de contexte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va regarder derrière? C'est la 4e de couverture, où là, on va enfoncer le clou en expliquant les concepts de base que tu développes dans le livre, et ce qui va donner effectivement envie d'acheter le livre. Donc pour moi, c'est un tunnel qui est d'abord d'attirer l'attention avec quelque chose qui est vraiment étonnant, ensuite donner un contexte qui est un peu plus précis, et ensuite d'enfoncer le clou avec la 4e de couve. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et j'ajouterais de tester aussi. On n'a pas toujours la bonne réponse du premier coup. Donc voilà, parfois on hésite et puis on essaye un titre, ça ne marche pas. Et puis on en met un autre, c'est le même contenu, mais c'est le titre qui va tout faire. Donc toujours se poser la question, est-ce que moi, si je voyais ce titre-là, j'aurais envie d'assister à cette conférence? J'ai dit le marketing du hérisson en référence au complexe du hérisson. Je suppose que vous aviez suivi la démarche. Bien sûr. Voilà. Et tu fais bien, Sabine, j'ai envie de réagir par rapport à ça. Effectivement, Patrice, en marketing, nous avons l'habitude de tout tester. Donc l'idée, c'est bien sûr de tester un titre de différentes manières, pas uniquement qu'à la cible. Si on peut au niveau du cœur de cible ou de la cible, c'est mieux, mais de tester aussi autour de nous, voir les réactions et voir ce que ça donne. Moi, je dirais un 6 points, c'est-à-dire un titre clair, c'est-à-dire qu'on comprend immédiatement, le plus court possible, le plus direct, si on a la possibilité, qui est précis, adapté à sa cible, hein, sur mesure. Il faut que la cible comprenne obligatoirement. Si tu sors un bouquin de marketing, tu dois t'adapter normalement, a priori, à des professionnels. Tout dépend si tu es en B2B ou en B2C ou sur une audience large. Original aussi, c'est nouveau. Donc là, il y a un coup à jouer, une carte à jouer sur l'originalité. Et avec aussi le style que tu veux donner en fonction de toi, qui tu es et quel est ton personal branding de conférencier. Voilà. Et c'est ça ton style aussi pour moi. Voilà mes conseils. Je voudrais juste rebondir. Excuse-moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rebondi sur cette question, mais la question de test, est-ce que je peux rebondir ou en avance? Bien sûr, Johanna, bien sûr. Ok. On est largement La question de test est très importante. Par exemple, avec cher Gilles, on était on a fait cette salle la semaine dernière. On était donc dans le Speakers Club et c'était Gilles qui était le conférencier. Et sur le simple mot motivation, ou plutôt sans motivation, ça a attiré beaucoup de gens, ça a attiré beaucoup de conversations, de polémiques, d'interprétations différentes de qu'est-ce que ça veut dire ce titre. Donc, en fait, Gilles, il s'est retrouvé dans une posture à beaucoup défendre sa point de vue sur le sujet. Et en fait, il y avait beaucoup de personnes qui avaient le même avis sur ce que Gilles voulait dire, mais le titre a porté confusion. Donc, Gilles s'est retrouvé vraiment dans une posture de vouloir, en fait, défendre son idée de conférence. Bien fait pour lui. Et donc, cette idée de tester un titre pour voir les réactions, parce que les gens regardent un titre avec leur propre filtre et interprétation, est super intéressant. Oui, et Patrice, pour terminer, et puis on cédera la parole à Guy, les Kobe, n'hésitez pas à soumettre vos titres. On a souvent tendance, en tant que conférencier, à préparer tout seul dans son coin, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on n'a pas envie de divulguer le contenu. Prenez des gens qui vont tester, à qui vous allez soumettre vos idées et voyez comment ils réagissent. Parce que vous pouvez penser que vous avez l'idée du siècle et en fait, ça va tomber comme un cheveu dans la soupe et ça ne dira rien à personne. Donc, n'hésitez pas à… Patrice est un champion du marketing et notamment du marketing émotionnel. Donc là, en fait, il nous fait travailler, mais je suis sûr qu'il a toutes les réponses à sa question. Ok, merci. Et oui, mais en fait, Eric, c'est toujours pareil. On est toujours, nous, avec du recul, dans la bonne posture pour les autres et pour nos clients. Exactement. Et puis après, quand il faut travailler sur soi-même, c'est toujours beaucoup plus difficile. Juste un petit truc en 2 secondes pour Patrice. Les mots forts, moi, un petit test que je fais aussi, je regarde sur Google le nombre de résultats et ce qui impacte le plus. Et en fonction du nombre de résultats, je vois aussi les mots forts et les mots impactants. D'accord. Alors, un petit élément de langage intéressant dans notre contexte, et aussi bien Sabine que Guy vont comprendre. Sabine, tu viens de parler évidemment de faire des tests avec des Kobe, bien sûr. Oui. Alors, les Kobe, en France, on dit des cobayes.
Donc, oui, tu vois qui? Les c'était, cobayes. voilà. Et au Japon, on Donc, dit le bœuf de Kobe. Ouais. Ouais, voilà. les cobayes. Ah, mais ça a créé pour le fun une très grande confusion. Un jour où j'ai parlé de manger de la viande de Kobe en Belgique et j'ai vu des regards hallucinés autour de moi. Jusqu'au moment où j'ai compris le problème de prononciation et j'ai expliqué non, c'est du bœuf de Kobe et non pas du Kobe, puisque le Kobe, effectivement, c'est le cobaye C'est en le Belgique. cobaye. Ouais. Désolée. Alors, Je trahis mes origines. un ultime petit conseil à Patrice, très rapidement, c'est de venir tester ou le contenu de sa conf, ou le contenu, ou la forme de son titre, dans le cadre de la room quotidienne organisée par la FCP et par lesspeakers.com. Très bonne idée. Pour le clin d'œil mais c'est très sérieux. Et puis, comme je vais devoir partir, je voudrais vous faire partager, et pour revenir au titre de cette room, donc faire la liaison avec la question de Patrice, et revenir au titre de cette room, organisateur speaker public, relation gagnante. Je suis au fil du temps devenu exigeant sur la préparation de tous les événements et de toutes les fonctions dans les événements, parce que j'ai vécu l'inverse. Organisateur speaker public, relation perdante. Et je vous le dis en 10 secondes. Un événement qui était très mal préparé, où l'organisateur attendait qu'on lui fasse tout gratos, etc. Enfin bref, aucune communication. L'événement s'est très mal passé. C'était dans le cadre d'une convention annuelle organisée par un organisme national qui changeait de ville, donc de centre de congrès tous les ans. Eh bien, la ville dont j'étais le responsable a été marquée pendant de nombreuses années par tous les participants à ce congrès, répondant dans toutes les villes de France que à Agen, ça s'était mal passé. Donc Agen était pour eux un mauvais souvenir, une ville où les congrès n'étaient pas réussis, avec un impact sur l'image de marque de la ville au niveau du marché du tourisme événementiel et du tourisme d'affaires, qui a eu un vrai impact. Donc l'effet inverse, d'où la nécessité de vraiment faire travailler tous les intervenants en amont de chaque événement. Merci Gilles, merci de nous avoir rejoints ce soir. Je vais céder la parole à Guy, mais peut-être un petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, nous sommes dans la room quotidienne organisée par Eric Blau, les speakers et l'Association française des conférenciers professionnels. Aujourd'hui, nous sommes en format table ronde avec pour objet, pour sujet, la relation entre l'organisateur, le conférencier et le public. Donc, comment optimiser tout ça? Guy, c'est à toi. Oui, c'est à chaque conférence, quand je suis tout seul, parce qu'il m'arrive d'en donner avec Philippe Boulanger, quand je suis tout seul, c'est à chaque fois un stress, parce que malgré toute la liste de questions que je m'évertue à poser à mon client, il y a toujours, il y a bien souvent une surprise, et c'est toujours des trucs de folie, quoi. Et évidemment, quand on arrive dans une salle où on a tout vérifié, que tout est contrôlé, ou qu'on me dit ben il y a quelqu'un qui s'y connaît puis il connaît rien du tout, il sait même pas où on branche la prise, c'est toujours compliqué. Donc effectivement le rapport entre le speaker et l'organisateur c'est important. J'ai entendu, je crois que c'était hier, quelqu'un qui disait ben moi j'ai toujours 2 personnes avec moi quand je donne une conférence, comme ça ils s'occupent de tout. Moi, j'en ai qu'un, c'est Philippe Boulanger. Et quand je donne une conférence avec Philippe Boulanger, j'arrive super cool. Parce que je me dis, bon, quoi qu'il se passe, il y a Philippe, donc il n'y a pas de problème. Moi, je touche à rien, surtout, parce que j'ai l'impression quelquefois que je vais tout détraquer. Alors, tu me fais rougir. Bah oui, tu es exceptionnel et je dois dire que j'ai beaucoup plus de plaisir à donner une conférence quand je suis avec Philippe, parce que je me sens beaucoup plus tranquille, relax, et j'ai pas le stress de me dire il y a encore une merde qui va arriver. Tout à l'heure, j'ai entendu Stéphane et je voulais dire un petit mot. Il est là, Stéphane? Oui. Oui, toujours. Il est là. Oui, Stéphane, je voulais dire un petit truc. Moi, j'ai fait du théâtre et j'ai fait le cours Simon à Paris, puis après j'ai fait un peu de théâtre à Paris et puis un peu de théâtre aux États-Unis. Et quand j'ai voulu devenir speaker, je me suis dit ça va être super facile parce que je suis le roi du pétrole. Tous les gens qui donnent des conférences, ils n'ont pas fait de théâtre, ils y connaissent rien. Je suis le meilleur. Et puis je me suis rendu compte que en fait c'était pas du tout ça, que c'était un art qui était très différent. Alors je vois que tu as de la bouteille au niveau de la conférence, et t'es un expert. Ce qui m'a frappé, si tu veux, c'est que en fait j'ai pris un coach au départ parce que je voulais essayer de comprendre comment fonctionnait un petit peu tout, les réseaux, les conférences, etc.
Et puis, et ce qui m'a beaucoup apporté, c'est la FCP. Je m'y suis inscrit en 2013 et puis je me suis rendu compte que les meilleurs conférenciers du monde se réunissaient, discutaient, échangeaient. Aux États-Unis, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis pour l'événement international et là je me suis dit waouh, on est vraiment dans une autre dimension. Et donc à chaque fois que j'écoute un conférencier, moi qui ai 20 ans de métier en tant que chef d'entreprise, j'ai fait plein de choses tout à fait différentes, puisque j'ai été journaliste, comédien, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait 1000 choses encore à apprendre. Et aujourd'hui, quand on regarde les meilleurs conférenciers qui existent, je pense à Michael Aguilar, qui évidemment est un Top Gun, il y en a d'autres. Ces gens-là, ils font partie de la FCP, ils échangent parce que il y a énormément de choses à apprendre. Donc ça, c'était un petit clin d'œil pour la FCP parce que à chaque fois qu'on fait une réunion, on se dit bon, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Puis à un moment, paf, on s'est dit ah putain, ça c'est génial, j'ai appris un truc aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait grandir et on grandit. On me l'avait dit ouais, on échange, on grandit avec les autres, ouais. Je me suis dit c'est du pipeau, mais en fait pas du tout. Justement, on échange énormément. Et toi, par exemple, je vois que tu as fait du théâtre. Eh bien, on a à apprendre de toi des techniques que les conférenciers ne connaissent pas. Par exemple sur scène, etc. Et donc toi, tu peux enrichir des gens et les gens vont t'enrichir aussi de choses que tu ignores. Voilà ce que je voulais dire. Après, pour les conférences, moi, c'est toujours c'est l'inconnu. Il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, parce que je vérifie tout, je regarde tout. J'en suis même venu à demander à l'organisateur de mettre une source de lumière au-dessus de la tête du conférencier, enfin au moins que le conférencier soit éclairé. J'ai fait une conférence, j'étais dans le noir. Alors, quand tu fais une conférence dans le noir et que ta conférence, elle est volontairement très, très visuelle, très, très dynamique, très tonique, je suis pas quelqu'un qui va s'asseoir derrière un pupitre avec une lumière sur un bout de papier, comme on peut voir les conférenciers au musée de l'Homme. C'est pas ça du tout. Donc, quand tu arrives sur scène et que tu commences à faire le pitre, le clown et que personne te voit parce que tu es dans le noir, ça peut pas fonctionner. Donc, comment faire quand on est tout seul? Je pense que le mieux, c'est de gagner 1 million d'euros par an et après d'avoir 2 personnes qui s'occupent de tout. Et quand tu arrives, tu as juste à mettre ton costume et à monter sur scène. Ouais, ça coûte moins cher que ça, un agent, Guy. T'as pas besoin de gagner 1 million d'euros. Alors, Guy, c'est vrai, et tu me permets de rebondir sur tout ce qui est technique. Moi, j'ai un petit conseil à donner. Consignez par écrit tout ce à quoi vous aurez droit au niveau technique. Pourquoi? Parce que si c'est consigné par écrit et qu'on ne vous donne pas ce que vous avez demandé, vous pourrez toujours dire qu'on vous l'avait promis, que vous n'avez pas eu. Si vous n'avez rien consigné par écrit, ce sera toujours parole contre parole. Et il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des endroits, par exemple, où vous voudrez passer de la vidéo et il n'y aura pas de son parce qu'il y a trop de monde, parce que l'infrastructure ne le permet pas. Si on vous dit la veille que vous n'aurez pas de son, vous allez péter un câble en disant mais je veux du son parce que ma conférence, elle est basée sur le son. Si 2 mois avant, on vous dit vous n'aurez pas de son, vous allez sans doute râler, mais libre à vous de ne pas venir, ou libre à vous d'adapter votre conférence pour faire son son. Donc moi, je dis que c'est toujours un souci de communication et de mettre dès le départ sur la table ce qui est autorisé, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et souvent, le conférencier va aussi éveiller des choses auxquelles l'organisateur n'a pas pensé. Donc, il y a certains organisateurs qui ne se soucient pas de savoir s'il y a du son, de la sortie son ou pas, qui ne pensent pas à ça parce que ce ne sont pas des organisateurs chevronnés. Eh bien, en le demandant, ou un retour, par exemple, un moniteur de retour. Si vous le demandez, l'organisateur va au moins se poser la question, est-ce que je mets un moniteur ou pas? Est-ce que j'ai le budget pour mettre un moniteur? Et très vite, il va vous dire, j'en mets un ou je n'en mets pas un. S'il n'en met pas, vous savez que vous n'aurez pas de retour et vous allez aussi vous préparer en conséquence. Donc moi, je dis que c'est toujours une question de savoir à quoi on s'attend et de mettre dès le départ sur papier. Vous pouvez aussi poser vos exigences. Il y a parfois des conférenciers qui envoient une liste d'exigences ou des groupes de musique. Oui. Qui viennent avec des exigences complètement démesurées en général auxquelles on ne peut pas répondre, et puis on les appelle, on dit écoutez, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est pas possible, et puis libre au groupe de dire ok, je viens avec ce que vous m'offrez ou je ne viens pas. Et donc, donc moi c'est mon conseil, c'est vraiment mettre sur papier.
Voilà, cahier des charges techniques. Hein. Moi, j'ai un cahier des charges techniques, effectivement, qui permet de dire ce dont j'ai besoin sur scène. C'est clair. Si je peux me permettre d'apporter un témoignage, pas une vérité, mais un témoignage. D'abord, merci Guy pour l'éclat d'œil sur la FCP. Effectivement, je ne fais pas partie de la FCP. Il faudra peut-être que j'y vienne. Mais juste quelques petits commentaires par rapport à ça. D'abord, sur ton propos sur les coachings, 100% d'accord avec toi. Je pense que il faut investir dans du coaching. Si je peux juste vous témoigner ma petite expérience là-dedans, j'en suis à mon 4e coach. J'ai pris un scénariste, j'ai pris un metteur en scène, j'ai pris un punchliner et actuellement je travaille avec un comédien de la Comédie Française. J'investis là-dedans, mais ça m'a fait faire des bons extraordinaires et complètement d'accord avec ce que tu dis, Guy. On peut améliorer ça en permanence. C'est un champ tellement vaste que ça vaut le coup d'investir et je pense que ça aide à faire de la différence. En tout cas, ce que je peux vous apporter moi comme témoignage, c'est que ces investissements-là m'ont aidé bien évidemment sur scène, mais m'ont aussi beaucoup aidé dans les conférences en ligne parce que parler devant une caméra ou devant des caméras, c'est encore quelque chose de différent et pour le coup, les techniques du théâtre m'ont beaucoup aidé. Sur les aspects techniques purement et durement, moi, le parti que j'ai pris il y a maintenant, je crois, 2-3 ans, Eric, tu sais peut-être ça mieux que moi, mais le parti que j'ai pris, justement, c'était de se dire, finalement, on intervient dans tellement de contextes différents, dans des rôles de congrès, dans des salles, machin, des trucs équipés, des trucs pas équipés, etc., que finalement, je me suis dit, dans ma conférence, je vais la dépouiller au maximum, et donc je n'ai besoin de rien, si ce n'est un micro. Et donc, j'ai pas de slide, j'ai pas rien, pour que sur ma conférence, justement, elle soit partout. Ensuite, j'ai mon one-man show sur le feedback. Et là, sur le one-man show, bien évidemment, c'est un peu différent. Mais là, ça se fait dans des théâtres, etc. Donc, c'est une autre logique. Mais en tout cas, moi, l'astuce que j'ai utilisée pour m'affranchir des problèmes techniques, c'est de n'avoir besoin d'aucune technique. Et puis, dernier tout petit commentaire sur un débat qui a eu lieu avant, mais qui va mettre quand même une vraie réflexion quand on était là sur les questions des titres. Moi, je pense que le titre ne peut pas être pensé indépendamment du contenu. Il y a plein de ressorts possibles à imaginer. Là, pareil, je peux juste vous témoigner sur le mien. Moi, j'ai un titre assez pourri sur ma conférence signature, hein, parce que ma conférence signature, elle s'appelle l'art du feedback. Franchement, ça casse pas 4 pattes à un canard. J'aurais pu mettre l'art du feedback chez les hérissons, mais j'ai pas réussi à la placer. Et franchement, j'y ai pensé, hein, j'ai cherché des trucs, etc. J'ai jamais trouvé. Et finalement, l'art du feedback, pourquoi ça marche? Ça marche parce que dans le titre un peu bateau, mais dans le contenu ensuite, je montre aux gens qu'effectivement, ils croient penser dominer ce sujet que tout le monde pense dominer et que finalement, on peut peut-être voir ce micro-sujet comme un sujet un peu plus art que ce qu'on croit. Et finalement, c'est ce ressort entre le titre qui est assez banal et un contenu qui joue un peu le truc en déploiement de promesses, qui fonctionne assez bien. Et c'est pour ça que j'ai pas changé le titre, alors que franchement, le titre est assez bateau. Donc, je pense qu'il doit y avoir des ressorts entre le contenu et le titre et qu'il y a peut-être une piste à creuser de ce côté-là. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci Stéphane. Sandra. Juste, pardon Sabine, 2 secondes. J'essaie de faire monter depuis quelque temps Sarah qui lève la main. Je n'y arrive pas, Sarah, il va y avoir un bug quelque part. Je te conseille de sortir de la room et de revenir pour qu'on puisse te faire monter on stage. À moins que tu sois avec. On t'entend plus, Claude. Merci Claude. J'ai compris. Elle essaye de faire monter Sarah, mais ça ne marche pas. C'est vrai que j'ai aussi essayé de faire monter Sarah, ça ne marchait pas. Donc voilà. Sandra est là depuis un certain temps déjà. Sandra. Bonsoir. Bonsoir. Je rigole parce que je croyais que c'était mon casque qui ne marchait plus, mais non, c'était la connexion de Sabine qui était mauvaise. Donc depuis tout à l'heure, je trifouille mon casque, mais c'était pas ça. Bonsoir à tous. Merci Eric de m'avoir donné l'opportunité de monter on stage. Je voulais vous partager une anecdote assez frustrante qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai été recommandée pour intervenir dans une entreprise, une grosse boîte dans l'automobile. Et lorsque moi aussi, j'ai déroulé ma petite fiche d'intervention où j'ai pris toutes les précautions d'usage pour poser toutes les questions, pour bien m'assurer que tout était cadré, que je partais pas comme ça dans l'inconnu, j'ai eu l'agréable surprise d'entendre, bah, écoutez, d'abord, oui, vous nous intéressez beaucoup et on voudrait également filmer votre prestation pour vous délivrer le film après et pour en garder une trace. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, il m'a fallu
réfléchir un petit moment. Et en fait, j'ai répondu oui parce que la commande était un peu particulière. Le donneur d'ordre m'a fait parler de ma conférence et au final m'en a commandé une autre. Il m'a commandé une conférence un peu sur mesure. Donc j'ai dû réécrire une conférence pour eux, basée sur ma conférence signature, mais quand même, il fallait que j'ajoute des choses très spécifiques à cette société qui passait en gros du moteur thermique classique à tout ce qui est pile à combustion, parce que voilà, le monde de l'automobile est en train d'être révolutionné avec toutes les voitures électriques et hybrides. Et donc j'ai dû créer une conférence sur mesure. Donc je me suis dit, bah bingo, je vais avoir l'opportunité d'avoir le film de ma conférence. On se rappelle quelque temps après, je vérifie bien ça parce que du coup ça avait germé dans ma tête et je m'étais dit, ma foi, s'ils le font pas, moi je fais venir quelqu'un pour me filmer et garder une trace de ça pour en construire un teasing. Et le jour donc je me suis bien assurée de ça même la veille. Et en fait, le jour de mon intervention, je devais intervenir 2 fois dans la même journée, une fois le matin, une fois l'après-midi. Eh bien, pas de caméra, pas de film, et donc je suis rentrée avec la frustration de pas avoir commandé un gars qui sera avec moi et qui aurait justement fait la captation vidéo de cette conférence que j'avais créée pour cet événement et que j'ai gardée ensuite par la suite parce qu'elle était écrite et qu'elle marche. Donc voilà, je sais pas si d'autres Ah, j'ai ont une eu réponse pour cette. toi, Sandra. Ah, dis-moi. Et Stéphane et puis d'autres conférenciers avec lesquels je travaille pourront confirmer ça. En fait, quand le client veut filmer, enregistrer, on le fait payer. Il y a un tarif pour ça. Et du coup, c'est marrant, quand il paye, il fait les choses. puisque Ah, d'un seul coup, ça a une valeur. Et donc là, on fait payer, on récupère le film aussi. Et puis, en revanche, le film, après, on lui met des contraintes. On dit, bah voilà, vous pouvez le réutiliser Oui. en interne pendant 6 mois, et puis après, vous le détruisez, etc., quoi. Oh, bah merci des Mais voilà, conseils. voilà, Merci voilà des une conseils. astuce. Merci. Et du Mais coup, oui, 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 Philippe, ce qui est pardon. gratuit n'a pas de valeur, hein, c'est toujours pareil. Donc, Ouais. oui, je ne peux que rejoindre Eric sur ce point-là. En même temps, c'est un non-respect total des engagements de l'organisateur. Donc, on revient toujours à l'importance d'avoir des accords clairs et d'avoir des Écrit. organisations. Et écrit, comme tu disais. Écrit. Et en Et effet, c'était oui, écrit. mais tout ça. c'est sans fin. Hein. Moi, il m'est arrivé de donner une conférence devant plus de 1000 personnes. On m'a dit, ça va être filmé. J'ai dit, chouette. Heureusement, j'avais mon fils qui était là. Je lui ai dit, fais-moi quelques photos parce qu'il est photographe et vidéaste. Donc, j'ai dit, fais pas de vidéo, c'est pas la peine, fais des photos. Et c'est les photos qu'on trouve d'ailleurs sur mon profil. C'était une très belle conférence. Et effectivement, ils ont filmé. Ils ont filmé des bouts et au ralenti, sans son. alors ça sert à rien, quoi. J'en profite juste pour poser une question à Philippe tout à l'heure. Tu disais que tu faisais des petites vidéos de présentation pour les Oui. entreprises, voilà, avant tes interventions. Ces vidéos, c'est ta bio, c'est toi, ou c'est un teasing de ta conférence? C'est un teasing de ma conférence avec des éléments de langage du client. Ok. Et donc, Donc c'est pour ça que c'est très court. Effectivement, Stéphane disait 60 secondes. Moi, je dépasse très rarement 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est le maximum. Et ça suffit largement pour incorporer les objectifs du client, quelques éléments de langage, et évidemment les éléments clés de ta conférence. Donc ça, ça impacte plutôt bien. Ouais. Et puis tu leur donnes rendez-vous à la fin de la vidéo. Tu leur dis, bah, écoutez, je vous attends tous le 27 avril à 15h. Et puis voilà, quoi. Ça le fait. Bel élan. Ouais, okay. Ouais, vous Merci savez beaucoup. que c'est quasiment toutes les agences événementielles qui me demandent des conférenciers me demandent aussi le film teasing qui va avec, hein, parce que eux, ils les utilisent en appel d'offres. Ouais, mais là, c'est spécifique en fait. C'est même plus un petit À chaque fois, teasing de c'est ta conf, spécifique. c'est spécifique à l'entreprise. Ah, Tu c'est vas- spécifique, Ah, oui, tu- ça a été tourné Au pour client. l'occasion. C'est bonjour, chers amis d'EDF, je suis ravi de venir vous parler de feedback et je viendrai donc chez vous le Voilà. 27 avril. Portez-vous bien. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est que tu as un teaser standard que tu vas modifier pour le client, en fait. Attendez, les gars, le 27 avril, on a déjà un autre truc de prévu. Oui, non, mais c'est un exemple, Gilles. C'est gentil. Merci en tout cas. Merci. Sur la thématique des enregistrements,
Alors aujourd'hui, dans les conférences à distance, il faut faire attention aux enregistrements pirates sur Teams, etc. Je pense que ça, enfin, en tout cas, moi, je sais que je dis aux gens très clairement que les enregistrements sont pas autorisés, sauf s'ils ont acheté la prestation. Et sur la prestation, après, ça demande un peu d'investissement, argent et temps, mais il y a un truc qui permet vraiment d'aller très très vite et de se faire aussi de l'argent sur la vente des films. C'est d'investir, donc bien évidemment dans des caméras pour avoir au moins 2 caméras, mais d'investir ensuite dans un truc qui s'appelle un Atem Mini Pro. Et ça, c'est tout bête, mais ça va vous permettre de passer d'une caméra à une autre et d'enregistrer directement. Donc, vous avez même plus l'étape montage à faire. C'est-à-dire que vous faites votre conférence, vous appuyez sur vos 2 boutons qui vont switcher sur un plan rapproché, un plan large. Et à la fin de votre conférence, le Atem Mini Pro, il a capté directement le truc, il l'a enregistré en 4K. Vous n'avez rien à faire sauf à mettre un petit jingle avec un titre au départ, un petit truc à la fin qui fait chic, et vous balancez votre truc et vous le facturez ce que vous avez facturé. Je sais pas si on parle de tarifs ici, mais en tout cas voilà, ce petit truc-là permet de s'éviter tout un tas de travail soi-même, soit avec quelqu'un qui fait du montage. Le montage est fait pendant la conférence. Et ça, Oui. c'est un truc qui fait gagner du temps précieux. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs solutions pour faire ça, Atem Mini Pro et d'autres solutions. Effectivement, Atem Mini Pro est une solution qui est très peu onéreuse et qui permet de faire de très jolies choses. Alors, j'utilise d'autres systèmes. Entre autres, j'utilise OBS pour faire un montage en temps réel, aussi une réalisation en temps réel. Ça a d'autres avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Bon, on arrive à la même chose à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage vidéo à faire. Voilà. Exactement. Bien, merci à tous. On arrive tout doucement vers l'heure fatidique, hein. Je sais qu'Éric ne veut pas aller au-delà de 20h. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Moi, je terminerai, je conclurai sur ma plus grosse frustration, donc je garde ça pour dans quelques minutes. Est-ce que quelqu'un... Sabine, je t'interdis de conclure une room du Les Speakers Conference Club sur une frustration. Alors c'est non, gentil. mais voilà, donc je vais. Non, ma frustration, c'est pas une frustration, c'est vraiment, je veux insister vraiment, c'est quelque chose qui me frustre en tant qu'organisateur, en tant que conférencier et en tant que personne dans le public, c'est le respect de l'horaire et le respect du timing. Donc, si on vous donne 20 minutes, une demi-heure, peu importe le temps qu'on vous donne pour parler, respectez ce timing. Pourquoi? Pour moi, c'est un manque de respect total. Donc, si on est conférencier, on manque de respect vis-à-vis de l'organisateur, qui lui a un programme à tenir. On manque de respect vis-à-vis de la personne qui nous suit, qui n'a pas envie de commencer 15 minutes en retard, et on serait pas content si on devait commencer aussi 15 minutes en retard, parce que la personne avant nous a débordé. Et c'est un manque de respect vis-à-vis du public qui, lui, c'est peut-être la dernière conférence, il a un train à prendre, il a des enfants à aller chercher à l'école, il a prévu d'arrêter une certaine heure. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement regardante et j'insiste. Respecter cet horaire, et en plus c'est un manque de respect aussi vis-à-vis de vous, parce que ça prouve que vous n'avez pas répété votre conférence et vous ne vous êtes pas assuré de tenir dans le timing qui vous était imparti. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui est hyper important et qui touche aux trois profils en fait. En fait, t'es belge, mais tu pourrais être un peu suisse aussi, alors. Peut-être. Alors d'ailleurs, Non, mais c'est vrai que c'est souvent les conférenciers qui ont trop d'ego et qui ne veulent pas arrêter, qui sont incapables de faire le deuil d'un certain contenu. C'est pas respectueux des gens qui sont dans la salle, c'est pas respectueux de l'organisateur et c'est pas respectueux des collègues. Alors, en termes de timing et de message, alors j'ai parlé du 27 avril, c'est intéressant. Le 27 avril, en fait, je fais une intervention pour Gilles Durouchou qui organise la journée anti-blabla. Donc, pour ceux que ça intéresse, cherchez anti-blabla sur Google et vous trouverez ça. C'est justement la prise de parole qui est impactante. Donc, mais surtout, le point intéressant, tu parlais des Suisses, Eric, nos amis allemands font des conférences, et quand tu vois les programmes des conférences, tu dis mais c'est pas possible. On voit une conférence qui démarre à 9h53 et elle va s'arrêter à 10h17. En fait, ils ont déterminé que si on démarrait avec des conférences qui étaient à la dizaine de minutes, ou même toutes les 5 minutes, ça marchait mal. Les gens considéraient qu'ils avaient le temps. Par contre, dès l'instant où on arrivait avec des horaires du genre 9h53 ou 10h17, eh bien, les gens disaient, OK, il y a une raison à ça, on sera là à l'heure. Donc, c'est amusant de voir comment cette culture, finalement, nous amène à avoir des temps différents. Tu sais que ce sont les Allemands qui ont inventé le quart d'heure de politesse dont on taxe aujourd'hui les Français d'être les plus grands usagers. C'est eux qui ont inventé le quart d'heure de retard au rendez-vous quand même, faut le savoir. Ah, je savais pas. C'est dans les universités, en fait, les universités allemandes étaient tellement grandes
que pour passer d'un cours à l'autre, il leur fallait un quart d'heure, tu sais, pour changer de bâtiment et tout ça. Et en fait, cette histoire de quart d'heure de politesse vient de là. Après, Ok. évidemment, il faut s'adapter à la situation dans laquelle on est. Si vous terminez une convention, vous êtes le dernier et que vous sentez que vous avez le temps de déborder, il y a pas de souci. C'est dans le cadre d'un programme avec Ah, des conférenciers et des orateurs qui se suivent. Et comme on le fait dans les conventions, hein, la convention de la FCP, on a un timing à respecter et c'est vrai qu'on n'aime pas, en tant qu'organisateur, d'avoir des débordements. Enfin, Philippe, tu me contredis si tu n'es pas d'accord avec moi, ah non, je mais suis complètement on est d'accord. toujours très à cheval Ouais, c'est sur important, l'horaire c'est important. et c'est super important et c'est souvent négligé. Oui, En en fait, fait, on doit pas oublier que même si c'est la dernière intervention, il y a des gens qui doivent reprendre un train, un avion, ce genre de choses. Et donc, il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de libération de salle aussi. Donc, ça, faut vraiment le garder à l'esprit. Sinon, les gens qui sont sous cette contrainte horaire vont devenir extrêmement nerveux. Et finalement, ça va se retourner contre nous. Oui, et la nervosité peut venir aussi d'une frustration, une nouvelle frustration, mais dans ce cas-là, parce qu'ils ne vont pas entendre la conclusion. Parce qu'ils vont Aussi. devoir partir pour prendre un train, un avion, et Mm. ils vont rater la conclusion et donc ils vont perdre une partie du contenu et de la conférence. Donc c'est aussi dommageable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour organiser, pour préparer cette room et puis pour la mener de main de maître. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on se retrouve sur plein de points convergents, mais enfin moi, vous m'avez apporté beaucoup de choses ce soir que j'ai noté précisément. Demain, on parle d'interactivité dans les événements. Je vous invite alors c'est pareil, c'est un nouveau format, hein, comme aujourd'hui, c'était un nouveau format que nous avait proposé Sabine. Demain, j'invite Vincent Bruno et c'est Gilles, je crois, qui va faire un point ensemble. Ah, on est en train de te perdre, Eric. Donc, Eric, tu nous parlais du fait que tu invitais Vincent Bruno sur l'interactivité demain. Est-ce que tu es revenu? Oui, le temps qu'Eric arrive, Vincent Bruno, en fait, a travaillé, enfin, a innové une plateforme d'interactivité. Donc, il va nous présenter, dont il va nous parler en live, puisqu'on l'avait testé à l'époque avec Eric au théâtre Beau-Saint-Martin, et c'est vraiment un outil très sympathique. Parfait. Eric, tu es revenu? Moi, je sais qu'il m'a proposé de. Ah, ok, on a encore perdu Eric. On va Eh jouer avec bien, ça, mais je vais présenter des choses et puis voir s'il a une offre un peu sympa à faire à notre club ou si on peut tester pendant un laps de temps et tout ça. Vous me direz si ça vous très tente. bien. Parfait. Super. Voilà, Eh les bien, on amis. se retrouve tous demain alors. Merci à tous. Allez, Bonne soirée. bonne soirée. Et bon appétit. Merci à Bonne tous. soirée. Merci Bon beaucoup. appétit. Ciao, ciao. Belle Bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À demain, les amis. Ciao, ciao.